Merci Jean-Marc Vexoussoir d'être avec nous ce matin. Vous êtes élu du Lot, membre du groupe socialiste, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères. Et on va commencer par cette actualité internationale. On a vu dans le journal la pression internationale qui s'intensifie pour une trêve entre Israël et le Hamas. Les États-Unis annoncent des discussions pour une pause de 6 semaines. Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre Benyamin Netanyahou, selon vous ? Il faudrait absolument, parce que la situation elle est effroyable. Je rappelle qu'on a plus de 28 000 morts aujourd'hui, que sur ces morts, 70% sont des femmes ou des enfants. Des femmes parfois enceintes qu'on va empêcher d'accoucher. Donc la situation est absolument terrible et je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un arrêt des hostilités. Je comprends qu'on ait accepté qu'Israël puisse se défendre, mais on ne peut pas non plus accepter qu'Israël, à ce point, extermine le peuple qui est aujourd'hui à Gaza. C'est l'extermination pour vous ? Non, mais le mot est certainement un petit peu fort. Enfin, est-ce qu'on ne vise derrière que le Hamas ? Bien entendu qu'on va toucher des familles, on va toucher des innocents. Et ça, c'est pas acceptable. Certains commencent déjà à pointer les responsabilités de Netanyahou, de le traduire devant le tribunal de La Haye. Donc il y a des mesures qui vont être fortes, qui seront prises contre lui derrière. Je rappelle que quand même Israël était une démocratie au départ. Des démocraties, c'est aussi d'avoir des valeurs. En tout cas, elle est extrêmement faible aujourd'hui. Et on peut s'interroger de savoir. On pouvait d'ailleurs s'interroger de savoir, dans l'évolution de Netanyahou, le fait qu'il obéisse à certains des plus radicaux chez lui, s'il n'y avait pas, notamment lorsqu'il a remis en cause le statut de la Cour suprême en Israël, s'il n'y avait pas une forme de déviance d'ores et déjà sur les règles de base de la démocratie. Donc je pense vraiment qu'il faut y mettre fin assez rapidement. Il va dans l'intérêt de tous, y compris d'ailleurs du gouvernement d'Israël, me semble-t-il. Est-ce qu'une offensive sur Rafah, comme l'envisage Benyamin Netanyahou, ce serait inacceptable pour vous ? Oui, la situation elle est intolérable aujourd'hui. Et évidemment qu'une offensive sur Rafah va rajouter encore un grand nombre de victimes, des victimes qui sont souvent des victimes innocentes. Et évidemment que la situation était très compliquée à Gaza, mais aujourd'hui, je pense qu'on est allé trop loin. On a vu l'autre sujet dans le journal également, c'est Donald Trump qui assure que s'il est réélu, les États-Unis ne viendront pas en aide aux États membres de l'OTAN s'ils ne payent pas leur part en cas d'agression russe. Ils ne viendraient pas en aide en cas d'agression russe s'ils ne payent pas leur part. Hier, on a vu la France, l'Allemagne, la Pologne afficher leur unité. Est-ce que Trump va être l'accélérateur de la mise en place d'une défense européenne ? En tout cas, on l'espère. Parce que c'est vrai que si Trump arrive à responsabilité, on voit bien qu'il est totalement insaisissable. Et que si les États-Unis se retirent de l'OTAN, il n'y a plus d'OTAN. Et donc il va bien falloir, si on veut défendre les valeurs de la démocratie, notamment en Ukraine, qu'on arrive à se mobiliser un peu plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Alors l'aide européenne est importante. Je pense qu'il y a une vraie solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Il n'y a jamais eu d'hésitation par rapport au soutien à l'Ukraine contre l'agression russe. Mais c'est sûr que demain, il va se poser la question, et notamment dans le cadre des élections européennes, de qu'est-ce qu'on fait de l'Europe ? Est-ce qu'on en fait enfin une Europe puissance qui est en capacité de se défendre ? Et ça, c'est toute la question et les enjeux de chacun des pays qui, pour certains, se réarment. J'ai eu l'occasion d'aller en Pologne, de voir à quel point le pourcentage du PIB consacré aux dépenses militaires avait considérablement augmenté. Mais ils comptent encore beaucoup sur l'OTAN et ont du mal à avoir des partenariats pour construire une véritable politique de défense européenne. Donc je crois que c'est les enjeux de demain parce que dans ce monde qui est de plus en plus fracturé, fragile, où chacun augmente sa capacité de défense, il va falloir aussi que l'Europe ne fasse pas preuve de naïveté et qu'on ne compte pas toujours sur les autres. Et on a des conflits qui sont aux portes de l'Europe, avec ce conflit en Ukraine. Et je crois qu'on a cette responsabilité-là de pouvoir tisser des coopérations, notamment avec l'Allemagne. Et je sais que c'est un petit peu difficile pour pouvoir ensuite mieux se défendre face aux agressions et notamment celle de la Russie aujourd'hui. Un mot sur l'Ukraine, justement, puisque vous y étiez en décembre dernier avec d'autres sénateurs. Est-ce que l'Union européenne est à la hauteur dans son soutien ? Oui, pour le moment, elle est à la hauteur, mais il va y avoir des décisions à prendre qui ne seront pas sans enjeu. Pour être allé en Ukraine, je sais qu'ils ont fait une demande d'adhésion à l'Union européenne. Ils y comptent. Il ne s'agit pas de leur dire oui, on va commencer à discuter et puis on sait que finalement on va attendre un peu parce que c'est compliqué d'élargir à l'Ukraine. Il va falloir apporter des réponses et je pense qu'il va se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe. C'est vrai que c'est plus dur de faire une Europe puissance lorsque vous avez une Europe qui est aussi large. Mais c'est quoi l'Europe au départ ? Quand on interroge les citoyens qui vous disent « mais à quoi a servi l'Europe ?» Ils vous disent d'abord « elle a servi à la paix ». Et on en est là aujourd'hui. Si on veut la paix, il va certainement falloir
qu'on accepte cet élargissement. Quand on a dit non à la Turquie, après quand même tout un processus qu'on avait accepté de discussion et quelque part pour certains cette volonté d'adhésion de la Turquie, la Turquie elle s'est dit bon l'Europe ne veut pas de moi, je me tourne vers autre chose, vers un autre modèle. Et on voit bien aussi les orientations que prend aujourd'hui Erdogan et c'est pas un hasard, c'est aussi parce qu'ils s'interrogent sur la capacité qu'ils ont demain à se défendre. Donc, on va être encore une nouvelle fois dans cette difficulté à dire il faut certainement élargir pour préserver la paix. À la fois, il faut peut-être se structurer avec des pays avec lesquels c'est peut-être plus facile pour avoir une Europe plus économique, une Europe économique mais avec des droits derrière et plus de droits sociaux. Et puis une Europe qui soit en capacité d'être une Europe puissante et d'apprendre à pouvoir ensemble mieux se défendre. On va passer à l'actualité nationale. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui Gérald Darmanin de retour de Mayotte. L'île est sous tension en raison d'une immigration incontrôlée. Gérald Darmanin qui a annoncé là-bas qu'il souhaitait supprimer le droit du sol. Est-ce que vous voterez cette mesure? Non, je ne voterai pas cette mesure. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est inutile. Et puis, j'en ai un peu assez qu'on remette en cause des droits fondamentaux et qui sont l'histoire de ce pays. Je trouve qu'il y a quelque part une offense qui est faite à l'héritage de Robert Badinter, par exemple, dont on dit à quel point c'est un trésor national, de quelques jours après son décès, aller en France pour demander la suppression du droit du sol. Je rappelle que Robert Badinter disait du droit du sol que pour lui c'était un patrimoine national auquel il ne fallait pas toucher. Mais là, il n'y a pas une situation spécifique à Mayotte qui justifie de prendre des mesures plus sévères? Mais on peut prendre des mesures plus sévères sans forcément revenir sur ce droit qui appartient au patrimoine national, je le redis, qui est le droit du sol. Il y a d'ailleurs... Comment vous luttez contre cette immigration qui est incontrôlée sur cette île? Oui, elle est incontrôlée. La plupart de l'immigration, elle a été illégale. Donc c'est pas à un moment donné parce que vous mettez le droit du sol qui va prendre du temps, bien évidemment. Je rappelle qu'il faut changer la Constitution, que vous allez régler un problème qui est un problème à court terme. Donc il y a une réponse forte à faire sur la question du service public. On sait que s'il y a eu des difficultés, c'est la question de l'eau qui était non potable. On sait qu'il y a une difficulté aujourd'hui dans les moyens qui sont consacrés à l'éducation. Et on sait aussi que pourquoi il y a cette immigration massive, notamment des Comores, parce que la situation aux Comores est catastrophique. Et donc, il faut renforcer ces coopérations. C'est là, me semble-t-il, où sont les solutions à court terme, et non pas d'invoquer comme un slogan la suppression d'un droit qui est pourtant un droit fondamental de ce pays. Mais ce qu'on ne fait pas? Parce que les Comores, ça fait partie des priorités de l'aide française au développement, par exemple. Ça n'empêche pas un nombre manifestement, important de gens de venir des Comores. Puisqu'on a, dans les Comores aujourd'hui, des personnes qui sont en grande difficulté. Donc, il y a des solutions, il y a des décisions à prendre. Je dis que la situation, elle est compliquée. Mais aller dire comme ça, on va supprimer le droit du sol, avec ce que ça entraîne derrière. Vous voyez bien que le Rassemblement national est en train de dire, ils attendent ça depuis tellement longtemps qu'on puisse supprimer le droit du sol. Mais enfin, je redis encore que ça fait partie de ça. Je reviens sur Robert Badinter. Il faut peut-être rappeler l'histoire de Robert Badinter. Les parents de Robert Badinter, qui ont fui la Bessarabie à l'époque, cette région d'Europe de l'Est, pour fuir les pogroms, et qui ont ensuite obtenu la nationalité en 1928. Vous croyez qu'ils l'ont obtenu grâce à quoi, la nationalité? Grâce au droit du sang ou grâce au droit du sol? Et donc, vous voyez l'importance de ces droits fondamentaux, de ce patrimoine, et on le remet comme ça, du jour au lendemain, en question. Je pense que ça nécessite un débat plus important, et on ne va pas, à chaque fois, sur des problématiques difficiles, fouler aux pieds les principes qui sont les nôtres. Mais on a eu la même difficulté au moment de la loi sur l'immigration. Vous le voyez comme une victoire du RN, vous? Plus ça va, plus on a l'impression qu'ils remportent des victoires idéologiques, c'est ce qu'ils disent, et on a vraiment l'impression que ce gouvernement court après le Rassemblement national. Mais ne pas prendre de mesures face à une immigration incontrôlée avec des Mahorais qu'ils demandent, est-ce que ce n'est pas aussi faire le jeu du RN? Non, mais on soutient des mesures qui renforcent la sécurité, bien évidemment. On soutient des mesures qui permettent d'en sortir. Je dis que la situation, elle est difficile. Je ne condamne pas ce gouvernement. Peut-être que d'autres gouvernements auraient aussi des difficultés. Je dis simplement qu'on n'est pas obligé de remettre en cause des principes dont je rappelle que certains ont dit qu'ils faisaient partie du patrimoine national. Et tout le monde, aujourd'hui, dit que cet héritage de Robert Badinter fait partie d'un trésor national.
On va parler de la crise agricole. Dans 10 jours s'ouvre le salon de l'agriculture. Et malgré les annonces de Gabriel Attal, la colère des agriculteurs ne s'est pas éteinte. Le Premier ministre reçoit aujourd'hui le premier syndicat agricole, la FNSEA, ainsi que les jeunes agriculteurs. Votre région Occitanie a été le berceau de cette colère agricole. Et on va y aller justement pour en parler. On trouve Vincent Coste. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Oriane. Journaliste au Midi Libre. Vincent, merci c'est donc dans votre région, merci d'être avec nous Vincent, c'est donc dans votre région qu'est née cette colère des agriculteurs. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui ? Alors oui, c'est vrai que c'est dans cette région qu'est née la colère des agriculteurs, avec le mouvement qu'on a vu ces dernières semaines, avec d'autres mouvements qui pouvaient l'annoncer, dans le département de l'Aude notamment. On a eu une manifestation de vignerons en novembre qui rassemblait 4, 5, 6 000 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de très prégnant en Occitanie, où on cristallise un peu tous les maux de ce secteur et de cette filière, avec notamment la crise de la filière viticole. Marc Fesneau était venu d'ailleurs s'expliquer devant les agriculteurs après les annonces de mesures. Il était venu à Midi Libre rencontrer différents agriculteurs. La semaine dernière, la tendance était visiblement à l'apaisement. Et c'est vrai que ces derniers jours montent une autre forme de colère en disant les mesures qui ont été annoncées, parce que des mesures ont quand même été annoncées, des aides d'urgence, la suspension du plan éco-phyto, un geste sur les carburants également, mais ces mesures et ces aides dites d'urgence semblent n'arrivent peut-être pas aussi vite que le souhaiteraient les agriculteurs, et c'est vrai qu'en ce moment ils mettent la pression sur le gouvernement pour que ces aides soient débloquées réellement en urgence. C'est un peu ce que je voulais demander au sénateur du Lot, concerné également dans son département bien sûr par ces questions. D'abord, pense-t-il qu'il y a un vrai retard dans l'octroi de ces mesures? Y a-t-il une urgence vraiment à les débloquer? Et puis deuxièmement, ces mesures finalement ne sont-elles selon lui qu'une réponse à court terme et finalement n'augure-t-elle pas d'une reprise d'un mouvement lorsque ces filières vont se retrouver à nouveau dans des difficultés financières, une reprise d'un mouvement sous une autre forme peut-être assez rapidement? Je crois qu'on demande beaucoup aux agriculteurs aujourd'hui. C'est-à-dire, on leur demande à la fois de respecter l'environnement, on leur demande de répondre aux atteintes qui sont portées à leur exploitation par le changement du climat. Je rappelle que, par exemple, dans le Lot, la crise viticole, elle est liée à la grêle, elle est liée au mildiou, qui est le produit aussi du changement climatique. Puis dans le même temps, on leur dit « mais vous ne pourrez pas vivre de votre travail parce qu'il faut limiter les prix ». Et donc cette équation, elle est quasi impossible. Donc il faut accompagner les agriculteurs, mais les accompagner à moyen et à long terme. Là, on voit bien que c'est une réponse d'urgence. On a envoyé Gabriel Attal en pompier. On sait que le salon de l'agriculture arrive dans quelques jours. Et on se dit, oulala, attention, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir faire attention à ce que ça ne déborde pas. Mais il y a désespérance aujourd'hui des agriculteurs. C'est un métier. Quand on est un agriculteur, on a tout misé là-dessus. On ne s'imagine pas faire autre chose. Et quand vous avez cette problématique de revenus, quand vous n'en sortez pas, forcément, il y a une situation de colère. Surtout que ce qui m'était revenu, et j'avais posé d'ailleurs une question d'actualité, c'était ma première question d'actualité, c'est les difficultés qu'ils ont avec la réglementation. Alors, il faut des règles, bien évidemment, il faudra reprendre le plan éco-phyto, mais parfois elles sont contradictoires, elles sont difficiles à appliquer, et donc elles ont forcément du mal à être comprises. Au départ, c'était un mouvement très pacifique. Ils nous avaient demandé, les maires, et ils l'avaient fait souvent eux-mêmes, de retourner les panneaux et de dire à quel point on marchait sur la tête. Et c'est tellement vrai. Je rappelle, il y a 3 ou 4 mois, on l'avait déjà dénoncé, on savait que la situation était compliquée. Et là, on réagit au moment où ils sont sur les ronds-points, au moment où ils se mobilisent. Il y a déjà quelques temps qu'il fallait réagir et préparer le monde agricole à une évolution parce qu'elle est nécessaire. Parce qu'on ne pourra pas continuer comme avant. Nicole Bonnefoy propose notamment, elle fait partie de mon groupe, une proposition de loi sur les sols.
60% aujourd'hui des sols sont dégradés. On voit bien qu'on est allé trop loin dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Pas partout, pas dans le Lot, je peux vous le dire, parce que évidemment que l'agriculture elle est très différente d'un territoire à un autre. Et c'est bien pour ça aussi qu'il faut être en capacité de s'adapter. Sur la question viticole, j'avais rendez-vous avec le ministre et la profession viticole il y a quelques jours. On a demandé des expérimentations. On peut procéder à de l'irrigation avec quelques retenues collinaires parce que c'est possible dans le Lot, c'est certainement pas possible ailleurs. Sur la question de l'arrachage, on ne va pas le faire de la même façon qu'on va le faire par exemple dans le Bordelais. Et même sur l'utilisation des produits phytosanitaires, ils me racontaient, eux, qui sont quasiment toutes dans des démarches de respect de l'environnement. Il n'y a que 10% des viticulteurs qui sont strictement conventionnels. À quel point est-ce qu'on leur demandait de faire et d'utiliser, aller à l'encontre de l'environnement et parfois d'ailleurs ne leur apporter aucune solution. Donc il faut pouvoir travailler en proximité. Je pense que le rôle de l'État sur le terrain, il est primordial et que c'est comme ça qu'on résoudra les choses. Mais on voit bien qu'on est dans une situation un petit peu d'urgence et que ça va être difficile avant le salon d'avoir un vrai travail de fond. Tout le monde peut le comprendre. Merci Vincent Coste, merci d'avoir été avec nous. La une du Midi Libre aujourd'hui, c'est une opération du cœur artificiel. Il m'a sauvé la vie, c'est à la une de votre journal, ce témoignage. Merci beaucoup, merci Vincent Coste d'avoir été avec nous. On va parler de l'actualité du Sénat. Vous faites partie, Jean-Marc Vessous-Soir, de la commission d'enquête sur Total Énergie. Vous avez auditionné hier l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. On va voir les temps forts de cette audition avec Mathias Arez. Bonjour Mathias. Bonjour Ariane, bonjour Monsieur Vessous-Soir. Et Mathias, la commission d'enquête sur les choix stratégiques de Total, notamment en matière de climat, auditionnait donc hier soir l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. Oui, la rockstar de l'écologie, comme le décrit le journal Les Échos. L'audition de Jean-Marc Jancovici était particulièrement attendue, lui dont la parole est suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux et dont on connaît le franc-parler. Ça veut dire que la limitation de 1,5 degré ou 2, c'est de la science-fiction, quoi. Alors 1,5 degré, c'est mort. Ouais. De toute façon, ça c'est mort. Et 2 degrés, sauf chute de comète, effondrement économique ou etc., c'est parti pour être mort. Oui. Parce que je vous ai dit, moins 5% par an, c'est-à-dire contracter délibérément l'économie de 3 ou 4% par an, personne n'est candidat. Donc Bon, ça va pas calmer l'éco-anxiété de certains. L'ingénieur était reçu avec ses multiples casquettes, dirigeant de l'entreprise Carbon for Finance, un cabinet de conseil qui aide les grandes entreprises à construire leur plan d'action pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi celle de président du Shift Project, une association qui s'est donnée comme objectif d'atténuer le changement climatique, Ariane. Et cette audition a tourné à l'exposé, Mathias. Un petit peu. On a très vite parlé d'autres sujets que de Total ou des hydrocarbures. L'exposé a plus globalement abordé les questions de changement climatique, d'impact sur l'environnement, de l'agriculture et j'en passe. Jean-Marc Vessous-Soir, vous avez d'ailleurs déclaré avoir écouté plusieurs dizaines d'heures de vidéos de Jean-Marc Jancovici avant de lui demander quelques conseils sur les politiques à mettre en place. On écoute sa réponse. Je ne crois pas qu'on ira très loin. Et c'est pas une attaque contre vous, c'est une règle de travail. En prenant les gens pour des imbéciles et en leur racontant pas ce qui se passe, voilà, ça je crois qu'on n'ira pas très loin comme ça. Je pense pas qu'on ira très loin en n'associant pas les gens d'une façon un peu large à la création et à la proposition. On voit que quand on dit aux gens prenez-vous par la main et faites-nous des propositions, ils sont plutôt plus audacieux que ce qu'on pourrait leur imposer vu d'en haut. Voilà. Je ne crois pas qu'on ira très loin en faisant un refus d'obstacle. Enfin, on peut tenir un certain temps en faisant un refus d'obstacle. Le déni, ça permet de marcher un certain temps, mais bon, pas plus longtemps que ça. C'est une personnalité qui pourrait apporter à la politique française, selon vous? C'est une personnalité importante. C'est d'abord un scientifique, c'est pas un politique. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire il dit les choses. C'est pas un militant de l'écologie, Jean-Marc Jancovici. C'est quelqu'un qui fait une analyse assez froide, c'est vrai, assez dure de la situation, mais qui est une réalité. Il faut en prendre conscience. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que il faut pas qu'il nous désespère. C'est sûr que l'éco-anxiété ne va effectivement pas baisser après ce genre de témoignages. Mais il porte quand même quelques messages d'espoir en disant qu'il faut associer à la population, il faut dire les choses. Moi, je vois que quand on demande à la population de s'investir, elle le fait. La mesure sur
sur le leasing social sur les voitures électriques. On voit le succès qu'il peut y avoir. Mon département du Lot a mis en place une aide pour mettre des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Tout le monde s'est renseigné, a essayé de comprendre. Enfin, on a envie de participer quelque part à ce qu'on puisse encore vivre dans ce monde dans les années qui viennent. Donc je compte, moi, sur la population, je compte sur les élus pour pouvoir demain essayer d'apporter des réponses. Et Jean-Marc Jancovici comme une lumière qu'il faut écouter, bien évidemment, parce qu'il dit les choses de manière extrêmement dure, mais de manière extrêmement juste. Donc, quand il avait dit il y a quelque temps, j'avais eu l'occasion de participer un peu au chiffre Roger sur la question de décarbonation de l'administration. Et je crois que, comme il le demande, il faut qu'on puisse comprendre la difficulté et essayer d'apporter des réponses. Il avait demandé à chacun des élus, effectivement, de regarder plus de 20 heures de vidéos sur ce sujet. Les vidéos de Jancovici tournent beaucoup. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il va falloir agir et que ce sera juste des petites actions qui vont permettre d'y arriver sans remettre en cause, évidemment, de manière totalement radicale la société telle qu'elle est aujourd'hui, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et Mathias, sur les hydrocarbures, Jean-Marc Jancovici est catégorique. Il n'y aura pas de transition possible sans un abandon progressif du pétrole. Il est même plus fataliste que ça. Selon Jean-Marc Jancovici, les jours du pétrole sont comptés. 2 solutions face à cela: attendre tout en continuant d'être dépendant ou prendre les choses en main dans un intérêt très personnel. Donc de toute façon, nous on est dos au mur. De toute façon, on est dos au mur. Donc nous, c'est notre intérêt égoïste qui rejoint le pari pascalien que de décarboner aussi vite qu'on peut. C'est juste notre intérêt égoïste. Parce que de toute façon, si on ne fait pas ça, la montée du populisme à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est que le début de la plaisanterie. Vraiment. Donc, voilà, on peut craindre bien pire. Donc je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas tellement de plan B en ce qui nous concerne, ce qui a au moins le mérite de nous éviter les états d'âme. Voilà, au rayon des solutions, monsieur le sénateur, on le sait, Jean-Marc Jancovici est un partisan du nucléaire. Est-ce qu'on doit continuer vers ce type de politique ? Moi, je pense que l'urgence, c'est la décarbonation, parce que la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est l'augmentation des températures, et c'est lié à l'émission de gaz à effet de serre, et notamment du CO2. Donc il faut l'urgence, progressivement... c'est pas la réduction du nucléaire. Pardon ? L'urgence, c'est pas la réduction du nucléaire. Mais je pense que le nucléaire fait partie du mix énergétique et qu'il faut le regarder parce que c'est l'électricité quelque chose qui est décarboné. Donc c'est aussi une analyse objective, scientifique des choses que fait Jean-Marc Jancovici, même si lui-même dit que ça ne sera pas les efforts de sobriété qui sont nécessaires. Je ne pense pas qu'il ait des intérêts dans la filière nucléaire. Il est bien conscient des difficultés qu'elle peut parfois créer. Mais si ce n'est pas le nucléaire... Derrière, ça sera encore plus d'efforts qui sont demandés et on voit bien qu'on ne peut pas demander des efforts qui sont totalement intenables. Donc moi, je pense qu'il faut regarder les choses de manière la plus objective possible et d'essayer, comme il le dit, de trouver des solutions. Par contre, quand il dit qu'il faut arrêter les énergies fossiles, et ça va être l'objet aussi de cette commission d'enquête, qu'est-ce qu'on impose à Total et comment on le fait ? Total et d'autres, parce que Total n'est pas moins vertueux que d'autres. Mais il est évident que quand aujourd'hui... on ouvre encore des infrastructures d'extraction, on parle de bombes carbone, il y en a plus d'une vingtaine. On voit bien qu'on n'est absolument pas dans les objectifs qu'on a fixés au sommet de Paris des 1,5 degrés. On va être bien au-delà. Donc à quel moment on dit à ces multinationales, quelles qu'elles soient, il va falloir aussi vous nous accompagniez dans cette transition qui est en cours. Moi, je m'aperçois que ces multinationales et sur d'autres sujets posent vraiment des difficultés. On l'a vu sur la question des eaux minérales avec Nestlé, on le voit avec Lactalis aujourd'hui. Il y a un mépris parfois des institutions et de l'intérêt général qui n'est plus acceptable. Une dernière question. Justement, sur cette commission d'enquête, vos travaux ont débuté il y a un peu moins d'un mois. Vers quoi veut-elle tendre ? Ça, nous verrons. Nous sommes qu'aux premières auditions. Mais il faut à la fois comprendre la difficulté, il faut à la fois... bien mesurer qu'il faudra progressivement supprimer les énergies fossiles. Puis nous avons quand même, nous, une responsabilité, beaucoup plus d'ailleurs que les pays du Sud, qui nous disent, attendez, vous avez profité des énergies fossiles, aujourd'hui d'ailleurs, notre sol en regorge, et vous nous demandez d'arrêter. Ce qui n'est pas complètement faux. Nous avons quand même
l'obligation d'être exemplaires parce que nous avons aussi profité de ce système-là. Et donc, nous devons être les premiers à faire en sorte de sortir des énergies fossiles. Mais ce n'est pas facile. Les énergies renouvelables, on en connaît les difficultés. Le nucléaire peut être une solution, même si sur certains aspects, elle pose quelques difficultés. Rien ne remplacera, en tout cas, l'effort de chacun, la sobriété, la performance énergétique et certainement une façon de consommer, de se déplacer qui devra être plus respectueuse de l'environnement, c'est une évidence. Merci Mathias, à tout à l'heure. Merci Oriane, on parlera logement et diagnostic énergétique justement. Ce sera à suivre dans le club. Merci Jean-Marc Bessoussoir, merci d'avoir été avec nous ce matin.